j'ai changé les serrures de la maison de campagne après avoir découvert que mon fils avait laissé sa femme jeter les souvenirs de sa mère décédée. Le pire, c'est qu'ils m'ont ensuite accusé de leur avoir volé leur héritage. Je m'appelle Herbert, j'ai 56 ans, et depuis la mort de Claire, ma femme, j'ai appris à vivre avec des silences qui ne se remplissent jamais vraiment. Je tiens un petit atelier de réparation et de fabrication métallique, le genre d'endroit où l'on rentre le matin avec les mains propres et où l'on ressort avec de la limaille dans les poches, l'odeur du métal chaud sur la veste et un café froid oublié près de l'établi. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche les conflits. Dans mon métier, quand une pièce est tordue, on la redresse. Dans une famille, j'ai longtemps cru qu'il fallait surtout encaisser, laisser passer, ne pas faire d'histoire. J'ai 2 enfants adultes, Mathieu, 31 ans, et Élise, 29 ans. Pendant longtemps, j'ai cru que notre maison de campagne était encore un endroit qui nous réunissait. En réalité, c'était surtout l'endroit où certains avaient commencé à se servir. Cette maison, Claire et moi l'avions achetée bien avant que les enfants quittent le nid. Rien de luxueux. Une vieille maison avec des volets bleus qu'elle repeignait elle-même tous les 3 ou 4 ans, une cuisine trop fraîche en hiver, des radiateurs électriques capricieux, une chambre où l'humidité revenait toujours dans un coin malgré mes efforts, et un poêle qu'il fallait faire ramoner avant chaque saison froide. Pour d'autres, c'était une maison vieillotte avec trop de choses accumulées. Pour moi, c'était le dernier endroit où Claire avait encore une manière d'être là. Il y avait sa grande table un peu bancale, celle qu'elle refusait de changer parce qu'elle disait qu'une table de famille devait avoir des marques. Il y avait le vieux buffet ciré où elle rangeait ses albums photos, la boîte en fer avec ses recettes écrites à la main, ses torchons brodés, les bocaux avec ses étiquettes penchées, et cette nappe du dimanche qu'elle avait cousue et brodée elle-même, avec des petits motifs bleus sur les bords. Elle avait aussi une petite radio posée sur l'étagère de la cuisine. Elle l'allumait en préparant le café, même quand ça grésillait plus que ça ne chantait. Je me moquais d'elle en disant que ce truc datait d'avant notre mariage. Elle répondait toujours. Elle fonctionne encore. Comme nous. Après sa mort, j'ai gardé la maison. Pas comme un musée, contrairement à ce que Mathieu finirait par me reprocher. J'y retournais pour aérer, réparer, payer ce qu'il fallait payer, passer la tondeuse quand l'herbe montait trop haut, vérifier le compteur Linky, changer un joint, repeindre un volet, vider la gouttière. Chaque année, je réglais la taxe foncière, l'assurance habitation, le ramonage, les petites réparations. Les avis étaient rangés dans une chemise cartonnée à l'atelier, avec les factures et les devis. Je n'ai jamais interdit à mes enfants d'y aller. Au contraire. Je pensais que c'était aussi leur histoire. Je leur demandais seulement de respecter les lieux. Le premier week-end où Mathieu m'a demandé les clés, il a été presque délicat. Il est passé à l'atelier un jeudi en fin d'après-midi, quand j'étais en train de terminer une rambarde pour un client. Il avait l'air pressé, mais souriant. Papa, Camille et moi, on aimerait descendre à la maison ce week-end. Juste tranquille. Ça nous ferait du bien de sortir un peu. J'ai levé les yeux de ma pièce de métal. Vous serez 2? Oui, juste nous. On fera attention. Promis. Camille m'a envoyé un message 10 minutes plus tard, merci Herbert, c'est adorable. On va vraiment prendre soin de la maison. J'ai mis les clés dans une enveloppe craft avec un petit mot pour leur rappeler de couper l'eau en partant et de fermer les volets côté jardin. À ce moment-là, je me suis dit que Claire aurait été contente que Mathieu ait encore envie d'aller là-bas. J'aurais dû écouter le petit doute que j'avais dans le ventre. Au début, il n'y a rien eu de grave. 2 verres déplacés, une bouteille oubliée au frigo, une couverture qui n'était plus au même endroit. Je me suis dit que je devenais maniaque. Quand on vit seul après avoir vécu à 2 pendant plus de 30 ans, on remarque tout. Trop, parfois. Puis les demandes sont devenues plus fréquentes. Papa, on peut y aller le week-end prochain? Herbert, est-ce que ça t'embête si on descend avec un couple d'amis? Ils sont très respectueux. On passe juste 2 jours, ça t'évite que la maison reste fermée. Un week-end par mois est devenu 2. Ensuite, Mathieu a commencé à dire on descend à la maison, sans préciser la maison de papa ou la maison de campagne. Juste la maison. Ça m'a accroché l'oreille, mais je n'ai rien dit. La première vraie alerte, ça a été une photo de Claire. Elle était toujours sur le manteau de la cheminée, dans un cadre simple en bois clair. Une photo prise un été, devant les fameux volets bleus, avec ses cheveux retenus n'importe comment et son sourire fatigué de fin de journée.
Quand je suis revenu un mardi pour vérifier un problème de radiateur, la photo était dans un tiroir du buffet. J'ai appelé Mathieu. Pourquoi la photo de ta mère est dans le tiroir? Il a soufflé, comme si je venais de lui demander de justifier un crime administratif. Je ne sais pas, papa. Camille trouvait que ça plombait un peu l'ambiance dans le salon. On l'a mise à l'abri, c'est tout. À l'abri de quoi? Ne commence pas. On n'a rien jeté. J'ai raccroché sans hausser le ton. J'ai remis la photo sur la cheminée. Puis j'ai fait le tour de la maison. Les coussins du canapé avaient changé. L'armoire de la petite chambre avait été déplacée dans la remise. Des cartons que j'avais soigneusement rangés étaient empilés n'importe comment près de la porte de service. Une housse de fauteuil avait disparu. Le vieux fauteuil de Claire, celui où elle lisait près de la fenêtre, avait été poussé contre le mur comme s'il gênait. J'aurais dû poser une limite à ce moment-là. Mais j'ai pensé à Mathieu, à sa manière maladroite d'avoir aidé après la mort de sa mère, à ces quelques semaines où il m'avait accompagné au rendez-vous, où il avait porté des cartons, où il avait essayé de faire bonne figure. Je me suis dit qu'il avait peut-être besoin, lui aussi, de transformer quelque chose pour supporter l'absence. Je me suis trompé. Un samedi soir, mon voisin de campagne, Bernard, m'a appelé. C'est un homme discret, pas du genre à mettre son nez partout. Quand j'ai vu son nom s'afficher, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Herbert, excuse-moi de te déranger. Tu es à la maison ce week-end? Non. Pourquoi? Il a hésité. Il y a pas mal de voitures devant chez toi. De la musique aussi. Je pensais que c'était prévu. J'ai regardé mon téléphone. Aucun message de Mathieu. Aucun appel. Combien de voitures? 5 ou 6. Je ne veux pas faire d'histoire, hein. Mais bon, comme il y a eu du bruit jusque tard. J'ai remercié Bernard. Ensuite, j'ai appelé Mathieu. Il n'a pas répondu. Camille non plus. Le lendemain, j'ai reçu un message à 11h, « Désolé papa, on dormait. Tout va bien. » Je suis monté à la maison le lundi matin. Dès la cour, j'ai vu un sac poubelle oublié derrière la grange, avec des assiettes en carton et des bouteilles vides qui dépassaient. Dans le salon, il y avait une tache de vin sombre sur le parquet. La poignée d'une fenêtre était cassée. Des verres qui ne m'appartenaient pas séchaient sur l'évier. Le fauteuil de Claire n'était plus là. À sa place, un canapé gris, trop grand pour la pièce, acheté d'occasion à en juger par l'odeur de tissu humide. J'ai appelé Mathieu depuis le salon. Il y a eu une fête ici? Une fête, non. Un anniversaire. Camille avait 30 ans, papa. On était entre amis. Tu ne m'as rien demandé. On n'a rien fait de grave. Une maison, c'est fait pour vivre. Camille a pris le téléphone. Sa voix était douce, presque maternelle, ce qui m'a toujours agacé chez elle quand elle voulait me faire passer pour un vieux monsieur fragile. Herbert, franchement, ça faisait maison de grand-mère triste. On a juste essayé de rendre l'endroit plus agréable. Je suis resté quelques secondes sans répondre. J'avais les yeux sur la tache de vin. Ce n'est pas à vous de décider ce qui est triste chez moi. Mathieu a repris le téléphone. Tu dramatises. Maman n'aurait pas voulu que tu gardes tout comme un musée. Ce qui m'a blessé, ce n'était pas qu'ils aient changé un coussin. C'était qu'ils parlaient de Claire comme d'une décoration gênante. J'ai demandé qu'ils ne reviennent plus sans me prévenir. Mathieu m'a répondu. Oui, d'accord, on va faire attention. On ne va pas se prendre la tête pour ça. Je me suis contenté de cette promesse molle, parce que j'étais fatigué. Fatigué de mon atelier, des nuits courtes, des repas seuls dans ma cuisine, des papiers à gérer, des gens qui me disaient encore il faut avancer et comme si le deuil était une file d'attente à la mairie. Quelques semaines ont passé. Je n'ai pas prêté les clés. Mathieu n'a pas insisté tout de suite. Puis un vendredi matin, Bernard m'a rappelé pour me signaler une fuite près du mur extérieur, côté cuisine. Rien de catastrophique, mais il avait vu de l'eau après une nuit de pluie. J'ai fermé l'atelier plus tôt et j'ai pris la route. Quand je suis arrivé, la cour était calme. Les volets bleus avaient besoin d'une couche de peinture. La porte grinçait comme toujours. À l'intérieur, j'ai commencé par la fuite. Un vieux joint, rien de grave. Ensuite,
Je suis resté dans la cuisine. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être l'absence d'un objet dans le coin de mon œil. La petite radio n'était plus sur l'étagère. J'ai ouvert le buffet. La boîte de recettes de Claire avait disparu. Le tiroir où elle rangeait la nappe brodée était vide. Dans le salon, le vase bleu qu'elle avait choisi sur un marché pendant nos vacances n'était plus sur la console. Je suis monté à l'étage, j'ai fouillé la petite chambre, les cartons, la remise, le grenier. Les 2 albums photos du buffet n'étaient plus là non plus. Ce n'était pas un désordre. C'était un vide. Le buffet sentait encore la cire, mais le tiroir était nu. Sur l'étagère, une trace rectangulaire de poussière montrait exactement où les albums avaient reposé pendant des années. J'ai posé ma main dessus comme si je pouvais retenir quelque chose. Puis j'ai appelé Mathieu. « Où sont les albums de ta mère ?» Il a mis trop longtemps à répondre. « Quels albums ?» Ne joue pas à ça avec moi. Les albums dans le buffet. La boîte de recettes. La nappe brodée. La radio. Le vase bleu. Où sont-ils? Je ne sais pas, demande à Camille, elle a rangé un peu. J'ai senti quelque chose se refroidir en moi. Passe-la moi. Elle travaille. Alors dis-lui de me rappeler. Maintenant. Camille m'a rappelé 1 heure plus tard. Herbert, je comprends que ça puisse te surprendre, mais il fallait désencombrer. Il y avait des choses partout. Où sont les albums? Je ne sais plus exactement. Peut-être dans un carton. Je viens de fouiller tous les cartons. Silence. Camille. Où sont les affaires de Claire? Elle a soupiré, comme si c'était moi qui étais pénible. Certaines choses étaient vraiment abîmées. Trop vieilles, trop tristes. Personne ne voulait vraiment garder ces vieilleries. Je me suis assis sur la chaise de cuisine. Tu les as jetées? Pas tout. Enfin, j'ai fait du tri à la déchetterie intercommunale. Herbert, il faut tourner la page à un moment. On ne peut pas vivre entouré de tristesse. J'ai entendu ma propre voix, très basse. Ce n'était pas une nappe. C'était tes dimanches dans cette maison, Mathieu au chocolat jusqu'aux oreilles, Élise qui dessinait dessus avec ses doigts, Claire qui râlait et qui riait en même temps. Et vous ne l'avez même pas reconnu. Camille n'a rien répondu. Mathieu a repris le téléphone quelques secondes plus tard. Papa, on ne va pas se disputer pour une nappe. Là, j'ai compris que je ne parlais pas à mon fils comme je croyais. Je parlais à quelqu'un qui avait déjà décidé que ma douleur était un obstacle pratique. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas insulté. J'ai raccroché. Le soir même, Élise est venue à l'atelier. Elle n'habite pas loin de moi et passe parfois après son travail. Elle a toujours été plus silencieuse que son frère, plus prudente aussi. Depuis la mort de Claire, elle évitait les conflits, surtout avec Mathieu. Elle disait souvent. Je ne veux pas qu'on se déchire en plus. Ce soir-là, elle avait le visage fermé. Elle tenait son téléphone à 2 mains. Papa, je crois que tu dois voir ça avant dimanche. Avant quoi dimanche? Le repas chez Tati Monique. Mathieu va sûrement parler de la maison. Je n'étais même pas au courant qu'il voulait en parler. Élise a déverrouillé son téléphone et m'a montré une capture d'écran. C'était un message envoyé par Mathieu dans un groupe d'amis ou de collègues. Il y avait 4 photos de la maison. Le salon avec le canapé gris. La chambre débarrassée de l'armoire. La cuisine sans les objets de Claire. Sous les images, il avait écrit « Petite maison de campagne familiale rénovée, idéal week-end au calme. Participation aux frais demandés. Barbecue, 6 couchages, jardin. Dispo certains week-ends à partir de juin. » Je suis resté immobile. Élise a murmuré. Je ne voulais pas balancer. Mais je ne vais pas mentir pour qu'il garde son confort. J'ai relu le message 2 fois. Il loue ma maison? Pas officiellement, je crois. Plutôt à des connaissances. Camille en a parlé à une amie aussi. Elle disait que ça pouvait les aider à rembourser une dette. Le mot dette m'a traversé sans s'arrêter. Ce n'était même pas le plus grave. Le plus grave, c'était que tout prenait sens. Les objets disparus. Le canapé gris. Les photos recadrées. La photo de Claire rangée dans un tiroir.
Camille ne voulait pas moderniser la maison pour qu'on s'y sente mieux. Elle voulait la rendre présentable pour d'autres. Là, j'ai compris que ce n'était pas seulement de l'inconscience. C'était un projet. Le lendemain matin, j'ai appelé Bernard. Dis-moi franchement. Tu as vu des gens venir visiter la maison? Il a hésité encore, puis il a lâché. Oui. Un couple, il y a une dizaine de jours. Je pensais que tu étais au courant. Ils m'ont demandé où ils pourraient se garer en juin, parce qu'ils devaient revenir pour un week-end. Mathieu leur a montré le barbecue et les couchages. Je n'ai pas voulu me mêler, Herbert, mais ils avaient l'air de croire que tout était arrangé. Je les remerciais. Puis j'ai fermé l'atelier 1 heure plus tôt et j'ai commencé à rassembler tout ce que j'avais. Les photos de la maison avant. Les photos après. Les captures d'écran envoyées par Élise. Les messages de Mathieu et Camille. Le devis pour la poignée cassée. Une estimation pour le parquet taché. La facture du canapé que je n'avais jamais demandé, retrouvée pliée dans un tiroir. Mes avis de taxes foncières. L'assurance habitation à mon nom. Les factures de ramonage, d'électricité, de réparation des radiateurs. Tout est parti dans un classeur bleu. Puis j'ai pris rendez-vous chez Maître Delma, le notaire qui avait géré une partie des papiers après la mort de Claire. Son étude était dans un immeuble ancien, avec un escalier qui sentait le bois ciré et les dossiers empilés. Maître Delma m'a reçu dans un bureau calme, sans me presser. Il avait une façon de parler qui ne dramatisait rien, et ce calme m'a aidé. Je lui ai tout expliqué. Les clés prêtées, les fêtes, les objets jetés, l'annonce, la visite du couple, les dégâts. Il a regardé l'acte de propriété, puis ses notes. Juridiquement, c'est assez simple. La maison est à votre nom. Votre fils peut avoir des souvenirs dans cette maison. Cela ne lui donne pas un droit sur les murs. Aucun droit d'usage ne lui a été accordé. J'ai hoché la tête, sans réussir à parler. Il a ajouté. Pour les dégâts matériels, cela se chiffre. Poignée, parquet, remplacement de serrure si vous estimez nécessaire de sécuriser le bien, nettoyage, enlèvement d'objets non autorisés. Je vous conseille un courrier recommandé avec accusé de réception avant toute autre démarche. Et si le remboursement est refusé, un avocat pourra prendre le relais. Et pour ce qu'ils ont jeté? Maître Delma a posé ses lunettes sur le bureau. Les souvenirs ne se plaident pas facilement, monsieur. Mais leur disparition peut aider à établir le comportement, surtout si vous avez des messages. Il a ensuite ouvert un dossier plus ancien. Il y a aussi ceci. Votre épouse m'avait confié une lettre, à vous remettre si un jour la maison devenait un sujet de pression familiale. Elle ne voulait pas que ce soit lu au moment de la succession. Elle m'avait demandé d'attendre que vous en ayez besoin. Je n'ai pas compris tout de suite. Il m'a tendu une enveloppe au nom de Claire. Son écriture. Simple, penchée, vivante. Je ne l'ai pas ouverte devant lui. Je l'ai gardée dans ma poche jusqu'à ma voiture. Une fois assis au volant, sur le parking, j'ai attendu quelques minutes. J'avais peur de lire quelque chose qui me ferait trop mal. La lettre était courte. Mon Herbert? Si Maître Delma te donne cette lettre, c'est que la maison est devenue autre chose qu'un refuge. Je connais ton cœur. Tu vas vouloir éviter les disputes, protéger les enfants, te dire que ce n'est pas grave, que ce sont seulement des murs et des objets. Mais ce n'est pas seulement une maison. C'est l'endroit où nous avons respiré quand le reste devenait trop lourd. Je ne veux pas qu'elle devienne une obligation, ni une preuve que tu dois encore tout donner. Les enfants auront leur vie, leurs envies, leurs manques. Aime-les, oui. Mais ne laisse personne transformer notre refuge en preuve que tu dois disparaître doucement. Une maison doit accueillir l'amour, pas l'abus. Claire. J'ai relu la dernière phrase 3 fois. Je n'ai pas pleuré comme au cimetière. C'était plus discret, plus fatigué. Quelques larmes qui ne demandaient pas la permission. Le dimanche, nous étions attendus chez ma sœur Monique. Elle avait préparé une quiche, une salade, un poulet rôti, et une tarte achetée chez le boulanger parce qu'elle disait toujours qu'à partir d'un certain âge, on n'a plus rien à prouver avec la pâte sablée. Mathieu et Camille sont arrivés les derniers. Camille portait un manteau clair et un sourire parfaitement poli. Mathieu m'a embrassé comme si de rien n'était. Élise était déjà là. Elle m'a regardé brièvement.
Pas un regard dramatique. Juste un signe qu'elle savait. Le repas a commencé avec les sujets habituels. Le travail, les grèves dans les transports, une cousine qui cherchait un appartement, les voisins de Monique qui faisaient encore des travaux. Tout le monde sentait qu'il y avait autre chose, mais personne ne voulait ouvrir la porte. C'est Camille qui l'a fait. Elle a posé son verre et a dit d'un ton léger. Herbert, on voulait justement te parler de la maison. Je pense qu'il faut réfléchir à l'avenir. J'ai pris une bouchée de salade. J'ai mâché lentement. Quel avenir? Mathieu s'est redressé. Papa, soyons honnêtes. Cette maison, tu n'y vas presque plus. Nous, on peut en faire quelque chose. La valoriser. La moderniser. Camille a ajouté. Ce serait dommage de laisser un bien comme ça dormir. Et puis, un jour, de toute façon, ce sera une question de transmission. Le silence est tombé autour de la table. Même les couverts se sont arrêtés. J'ai regardé mon fils. Tu parles d'héritage alors que je suis assis en face de toi? Il a rougi un peu, puis il s'est défendu. Ne le prends pas comme ça. Je veux dire, c'est la maison familiale. On a tous des souvenirs là-bas. Tous? Il a compris que le mot était mal choisi, mais il a continué. Tu n'en as plus besoin comme avant. Camille et moi, on pourrait s'en occuper. On a déjà commencé à ranger, à rendre ça plus agréable. J'ai posé ma serviette. Ranger? Camille a pris son ton doux. Herbert, il fallait désencombrer. On ne peut pas garder éternellement toutes les affaires. On voulait juste aider à tourner la page. Élise a murmuré. On ne tourne pas une page en la déchirant. Camille l'a ignoré. Mathieu a soupiré. Papa, tu dramatises pour des vieux cartons et une nappe. On ne va pas se prendre la tête pour ça. Je me suis levé sans bruit. J'avais posé mon classeur bleu dans l'entrée. Je suis allé le chercher. Personne n'a parlé. Quand je suis revenu, j'ai sorti la copie de l'acte de propriété et je l'ai posé au milieu de la table, entre le plateau de fromage et la corbeille de pain. Ça, c'est l'acte de propriété. La maison est à mon nom. Mathieu a levé les yeux au ciel. Papa, on sait. Ce n'est pas le sujet. Si. C'est exactement le sujet. J'ai posé ensuite les factures. Taxe foncière. Assurance. Ramonage. Réparation du compteur. Devis pour la poignée. Estimation du parquet. Ça, c'est ce que je paie. Chaque année. Seul. Camille a commencé à perdre son sourire. J'ai sorti les photos. Le salon avant. Le salon après. Le fauteuil disparu. La tache de vin. La poignée cassée. Les cartons déplacés. La photo de Claire dans un tiroir. Puis j'ai posé la capture d'écran. Et ça, c'est l'annonce. Petite maison de campagne familiale rénovée, idéal week-end au calme. Participation aux frais. Dispo en juin. Camille est devenue pâle. Mathieu a tendu la main vers la feuille. Tu as fouillé mon téléphone? Élise a répondu avant moi. Non. Je l'ai vu. Et je l'ai envoyé à papa. Je ne vais pas mentir pour que tu continues. Mathieu s'est tourné vers elle, furieux. Tu me balances maintenant? Non. Je dis la vérité. C'est différent. Monique, ma sœur, regardait les papiers avec une expression fermée. Les albums de Claire, c'est vrai? Personne n'a répondu. J'ai regardé Camille. Où sont les albums? Elle a serré les lèvres. Je ne sais plus. Certains cartons sont partis à la déchetterie. Je ne pensais pas que... Tu ne pensais pas que quoi? Que sa fille demanderait encore à voir des photos de sa mère? Que son mari remarquerait que son écriture avait disparu de la cuisine? Mathieu a dit. Papa, arrête. Tu nous fais passer pour des monstres. Je n'ai pas besoin de vous faire passer pour quoi que ce soit. Vous vous débrouillez très bien. Camille a perdu son calme. À un moment, il faut arrêter de vivre avec une morte. Le silence qui a suivi a été plus violent qu'un cri. Élise a posé son verre si fort que le pied a claqué contre la table.
Tu viens de parler de maman comme si elle était un meuble qu'on enlève pour gagner de la place. Camille a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Mathieu n'a pas défendu sa mère. Il n'a pas défendu Claire. Il a juste regardé la table, comme un gamin pris en faute mais encore persuadé que la punition serait négociable. C'est là que j'ai dit la phrase que j'avais préparée sans savoir que je la préparais depuis des semaines. Tu ne perds pas la maison, Mathieu. Tu perds le droit d'entrer dans un endroit que tu ne sais pas respecter. Il a blêmi. Tu ne peux pas faire ça. Si. Je peux. Et je vais le faire. Camille a repris, tremblante de colère. Tu punis tes enfants parce qu'on a voulu rendre service. Tu te rends compte de la violence? La violence, Camille, c'est de jeter les affaires d'une femme morte pour que des inconnus trouvent le salon plus neutre sur des photos. Monique a baissé les yeux. Une tante assise près d'elle a murmuré. Les albums de Claire. Sérieusement? Mathieu s'est accroché au dernier mot qui lui restait. C'est notre héritage aussi. Je l'ai regardé longtemps. Un héritage commence quand quelqu'un meurt. Pas quand son fils devient impatient. Élise s'est levée avant le dessert. Papa n'est pas en train de voler notre héritage. Vous êtes en train d'essayer de voler son présent. Elle a pris son manteau et elle est sortie. Je suis parti quelques minutes après, sans toucher à la tarte. Le lundi matin, j'ai appelé un serrurier. Il m'a donné rendez-vous l'après-midi à la maison. C'est là que tout a commencé dans ma tête, ou plutôt que tout s'est terminé. J'étais devant la porte principale, les anciennes clés dans la main. Les volets bleus étaient fermés, la cour silencieuse, et mon téléphone vibrait sans arrêt dans ma poche. Mathieu, tu fais quoi là? On devait y aller ce week-end. Camille, Herbert, ne prend pas de décision sous le coup de l'émotion. Mathieu, tu vas vraiment faire ça pour des vieux cartons? Camille, on voulait juste aider à tourner la page. Le serrurier, un homme d'une cinquantaine d'années avec une caisse à outils cabossée, m'a demandé. Vous voulez aussi changer la porte de service? J'ai regardé la vieille clé dans ma paume. Celle que Claire avait tenue des centaines de fois. Oui. Sans hésiter. Il s'est mis au travail. Je ne changeais pas seulement une serrure. Je changeais ma façon de me laisser marcher dessus. Quand il a terminé, il m'a remis les nouvelles clés avec une facture officielle. J'ai rangé le double dans mon portefeuille et j'ai mis l'autre dans une enveloppe, pas pour Mathieu, pas pour Camille, mais pour moi, dans le classeur bleu. Le soir, j'ai envoyé un message à Mathieu. Les serrures ont été changées. Vous n'avez plus accès à la maison. Toute venue sans mon accord sera considérée comme une intrusion. Le couple prévu en juin ne viendra pas. Je m'en charge. Il a répondu presque aussitôt. Tu vas vraiment nous faire payer? J'ai écrit. Oui. Les dégâts matériels se remboursent. Pour le reste, je ne te demande rien, parce que tu ne pourrais pas payer. 2 jours plus tard, un courrier recommandé avec accusé de réception partait chez Mathieu et Camille. À l'intérieur, il y avait la liste des frais, remplacement des serrures, réparation de la poignée, devis pour le parquet, nettoyage, enlèvement du canapé gris qu'ils avaient installé sans mon accord, et remplacement de quelques éléments matériels que je pouvais encore chiffrer. Pour les albums, la nappe, les recettes, la radio, le vase bleu, je n'ai pas mis de prix. Comment voulez-vous chiffrer l'écriture d'une personne qu'on ne peut plus appeler? J'ai précisé qu'en l'absence de remboursement partiel sous un délai raisonnable, le dossier partirait chez un avocat. Je n'avais pas envie d'un grand procès. Je voulais seulement qu'ils comprennent que ma patience n'était pas une autorisation. J'ai aussi écrit au couple qui devait venir en juin. J'ai trouvé leur contact grâce à Élise, qui avait récupéré une capture plus complète. Je suis resté poli. Bonjour, je suis le propriétaire de la maison. Aucune location ni mise à disposition n'a été autorisée. Je suis désolé de la situation, mais le séjour annoncé par mon fils n'aura pas lieu. La femme m'a répondu dans la journée, confuse et gênée. Elle croyait que tout était arrangé. Elle m'a même transféré le message de Camille qui parlait d'un week-end entre amis avec participation. Je l'ai ajouté au dossier. Dans le groupe WhatsApp familial, Camille a tenté de reprendre le contrôle. Elle a écrit que j'étais bloqué dans le passé, que je les humiliais pour quelques objets anciens, que leur seule intention était de valoriser le bien pour toute la famille. Je n'ai pas répondu tout de suite.
Puis ma tante a écrit. Les albums de Claire ont vraiment été jetés? Personne n'a répondu pendant 1 heure. Élise a fini par écrire. Oui. Et une annonce avait été faite pour utiliser la maison sans l'accord de papa. Le groupe s'est refroidi d'un coup. Les petits messages de soutien à Camille ont disparu. Un cousin a envoyé simplement. Là, c'est pas pareil. Camille m'a accusé de les salir auprès de la famille. Je lui ai répondu, une seule fois. Je n'ai pas raconté l'histoire pour vous salir. J'ai arrêté de mentir pour vous protéger. Après ça, je l'ai bloqué quelques jours. Pas définitivement. Juste assez pour retrouver du silence qui m'appartenait. Mathieu est venu à l'atelier la semaine suivante, sans Camille. Il est arrivé en fin de matinée, quand je ponçais une pièce pour une grille. Il portait une veste sombre et avait les traits tirés. Il est resté debout près de l'établi, les mains dans les poches. « Tu as 5 minutes ?» J'ai coupé la machine. « Je t'écoute. » Il a regardé autour de lui, comme s'il cherchait une version plus facile de moi. Camille est très mal. Je n'ai rien dit. On n'a jamais voulu te faire du mal. Alors pourquoi vous l'avez fait si facilement? Il a baissé les yeux. Je pensais que tu finirais par nous la laisser. Cette phrase m'a fait plus mal que toutes les autres, parce qu'elle était honnête. C'est justement ça, le problème. Tu pensais déjà à ce que tu aurais quand je ne serai plus là. Il a serré la mâchoire. Je ne voulais pas dire ça. Mais tu l'as pensé. Et tu l'as organisé. Il s'est appuyé contre l'établi, puis s'est redressé aussitôt, comme s'il se souvenait qu'il n'était plus chez lui. Camille voulait juste qu'on puisse en profiter. Et oui, peut-être qu'on a parlé de demander une participation à des amis. On avait des frais. On s'est dit que ça ne changerait rien pour toi. Ma maison, mes factures, les affaires de ta mère jetées, et tu t'es dit que ça ne changeait rien pour moi? Il a passé une main sur son visage. J'aurais dû l'arrêter pour les albums. Oui. Je suis désolé pour ça. Je l'ai regardé. C'était une phrase. Pas encore une vraie excuse. Une vraie excuse aurait eu moins de défense autour. Tu es désolé parce que la porte est fermée ou parce que tu comprends ce que tu as fait? Il n'a pas su répondre. Alors je lui ai dit. Quand tu auras une réponse claire, tu pourras revenir. Pas pour négocier les clés. Pour parler de ta mère. Il est reparti sans claquer la porte. C'était déjà ça. Mathieu et Camille ont fini par rembourser une partie des frais après la mise en demeure. Pas tout. Assez pour éviter que j'aille plus loin immédiatement. Maître Delma m'a conseillé de rester ferme, mais de ne pas me perdre dans une bataille qui me viderait davantage. Je l'ai écouté. Je suis retourné seul à la maison un jeudi matin de printemps. J'avais acheté une nappe simple sur un marché. Pas pour remplacer celle de Claire. Rien ne pouvait la remplacer. Mais je ne voulais pas non plus laisser la table nue comme une scène de crime. J'ai réparé la poignée avec un artisan du coin. J'ai fait nettoyer le parquet, même si la tache de vin se devinait encore à certains endroits quand la lumière tombait de biais. J'ai enlevé le canapé gris et j'ai remis un fauteuil plus simple près de la fenêtre. J'ai trouvé, au fond d'un carton mal rangé, 3 photos qui avaient échappé au tri. Claire dans le jardin. Mathieu enfant avec une glace qui fondait sur son t-shirt. Élise endormie sur 2 chaises rapprochées. Je les ai gardées longtemps dans mes mains avant de les poser sur la cheminée. Pour la radio, j'en ai acheté une autre, plus récente. Elle ne grésillait pas pareil. Elle n'avait pas l'histoire de l'ancienne. Mais quand je l'ai allumée, dans la cuisine, avec les fenêtres grandes ouvertes comme Claire aimait, le silence a semblé moins lourd. Ce jour-là, j'ai compris que protéger une mémoire, ce n'est pas figer une maison. C'est empêcher qu'on la piétine. Élise est revenue avec moi quelques semaines plus tard. Elle a apporté un cake fait maison, un peu trop cuit sur les bords, et elle a ri en disant que sa mère se serait moquée gentiment. Nous avons mangé dans la cuisine. Nous avons parlé de Claire, mais pas seulement d'elle. De son travail, de ses projets, des vacances qu'elle aimerait prendre, du voisin Bernard qui taillait ça et de travers. La maison respirait autrement. Mathieu n'a plus les clés. Camille non plus. Ils ne viennent pas. Pas pour l'instant. Je n'ai pas interdit à mon fils d'exister dans ma vie, mais j'ai fermé l'accès à ce qu'il avait confondu avec un dû.
Je suis retourné chez Maître Delma pour revoir mes dispositions. Pas pour déshériter dans un accès de colère. En France, les choses ne se règlent pas comme dans les films, et je n'avais pas envie de jouer au patriarche blessé. Mais j'ai pris des mesures pour que la maison ne devienne jamais une récompense pour le mépris, ni un outil de pression entre mes enfants. Le notaire m'a expliqué les options avec calme. J'ai signé ce qui devait l'être. La maison n'est plus ouverte à tout le monde. Elle est ouverte à ceux qui y entrent avec respect. Parfois, je tiens encore les nouvelles clés dans ma main avant d'ouvrir la porte. Elles n'ont pas la douceur des anciennes. Elles sont plus dures, plus froides. Mais elles me rappellent quelque chose d'important, je suis encore vivant. Cette maison n'est pas un héritage en avance, pas une dette à régler, pas un décor à rentabiliser pour le confort des autres. C'est un lieu que Claire a aimé. C'est un lieu que j'entretiens. C'est un lieu où mes enfants pourront peut-être revenir un jour, s'ils comprennent enfin qu'on ne demande pas les clés d'une maison dont on a commencé par jeter l'âme. Je n'ai pas pardonné pour faire joli. Je n'ai pas hurlé pour me soulager. J'ai simplement arrêté de confondre la paix familiale avec ma propre disparition. Mes enfants hériteront peut-être un jour de ce que je laisserai. Mais tant que je suis vivant, personne n'héritera de mon silence. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.